Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Extrémisme violent, quel est le résultat de la gestion de conflits? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. De la crise de 2012 à nos jours, des centaines de rencontres ont été organisées dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Un nouveau programme en faveur des filles et des femmes a été lancé à Bamako le 24 juin dernier. Ce projet, initié par Think Peace, couvrira 19 cercles du pays et le district de Bamako. Quel résultat de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme? De la lutte contre l'extrémisme violent est-elle une réalité au Mali? Quel impact de ces rencontres sur les cibles? À quoi faut-il s'attendre dans cette lutte? On en discute dans ce grand dialogue avec nos invités. Abdul Kassim Fomba, coordinateur de Think Peace au Mali. Dr Mahamadou Konaté, directeur général du Conseil Donko pour la gouvernance et la sécurité au téléphone. Faike Papis Sissoko, expert de la stratégie de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au ministère des Affaires religieuses et du culte, qui a pourtant confirmé sa participation dans cette émission. Malheureusement, il reste encore injoignable à cette heure. Et, je rappelle également que c'est à cause de lui que le débat a été reporté une semaine plus tard. Au micro, je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Monsieur Abdul Kassim Fomba, dites-nous quelle définition peut-on donner à l'extrémisme violent? Alors, merci déjà. J'aimerais remercier un peu tout le monde par rapport à cette invitation, ainsi qu'à Studio Tamani, et de nous donner l'opportunité de venir un peu nous exprimer par rapport à ce sujet-là. Et je souhaite la bienvenue à mon ami et jeune frère, Dr Mahamadou Konaté. Aujourd'hui, par rapport à l'extrémisme violent, déjà, ce qu'il faut noter, il n'y a pas de définition standard mondiale par rapport à cette thématique, parce que selon certains intérêts, certaines conceptions, certaines perceptions des choses, d'un État à un autre, il y a des définitions qui sont différentes. Maintenant, aujourd'hui, nous, la définition que nous donnons dans le cadre de nos interventions, c'est toute personne qui, pour nous, a des idéologies et qui est convaincue de cette idéologie, qui pense que cette idéologie est la seule vérité et elle est infaillible et elle est indiscutable. Et par rapport à cela, il pose des actes pour pousser les gens à intégrer cette idéologie. Ces actes qui sont des actes violents, qui peuvent être de façon forcée, armée, ou qui peuvent être de façon même verbale, mais le fait de contraindre les gens à intégrer cette idéologie-là, nous appelons cela un extrémiste violent. Ça, c'est la définition que nous donnons à l'extrémisme violent dans nos interventions au niveau de Think Peace. Docteur Mahamadou Konaté, avez-vous une autre définition à l'extrémisme violent pour Fomba? C'est toute personne qui a des idéologies qui, pour lui, cette idéologie est l'unique solution pour permettre aux autres d'adhérer à cette idéologie. Qui l'appelle de façon forcée. Il dit un peu plus que ça. Hein. Il dit aussi que cette personne oblige les autres à intégrer cette idéologie et à poser des actes violents. Et si j'ai bien suivi son explication. C'est exactement ça. Je salue tout le monde. Moi, je partage en partie cette définition, mais pas totalement. La commission d'actes violents n'est pas une condition sine qua non pour qualifier une situation ou un acte d'extrémisme violent. Quand on parle de la définition de Think Peace, on pourra dire que, bien sûr, toutes les organisations terroristes sont des organisations d'extrémisme violent. Tous les terroristes sont des extrémistes violents, parce qu'ils posent des actes violents. Mais il ne répond pas, cette définition ne répond pas à la situation de ceux qui ne posent pas eux-mêmes des actes violents, mais qui les prônent, qui font l'apologie de ces actes violents, par des discours, par des attitudes. Donc, ils légitiment l'usage de la violence à des fins idéologiques, politiques, économiques, culturelles, etc. Donc, ma définition, elle va un peu au-delà de ce que pose Think Peace.
Et je rappelle que ma définition n'est pas unique. Hein. Elle recoupe un peu les définitions données par la Commission de l'Union africaine dans son rapport sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique en 2014, qui parle de discours idéologiques aptes à créer un environnement propice au recrutement et à la radicalisation dans lequel la commission d'actes terroristes devient attrayante comme instrument d'activité politique. Mais aussi, la définition ou la tentative, je dirais plutôt une tentative définition du Conseil de sécurité dans ses résolutions 1624-2005, 2178-2014, qui lie l'extrémisme violent au terrorisme et demande aux États de situer leur définition entre ces deux extrêmes. Donc, il dit en l'occurrence que ça va de la radicalisation à la mobilisation au service de l'organisation terroriste. Donc, de la radicalisation à la mobilisation, c'est dans ces frontières, d'après le Conseil de sécurité, que devrait se situer la définition de l'extrémisme violent. Donc, nous avons tenu un colloque, d'ailleurs, organisé par Think-Peace. C'est ce qui est un peu amusant dans cette confrontation, si vous voulez, d'approche entre nous. Un colloque des experts organisé en décembre 2018 qui a produit une note analytique et qui propose la définition suivante à l'extrémisme violent et qui me paraît une définition vraiment complète pour ne pas qu'on confonde l'extrémisme violent et le terrorisme. Je le cite, la note analytique dit ceci. Tout propos, donc il définit l'extrémisme violent comme tout propos ou attitude visant à légitimer l'usage de la violence pour promouvoir et défendre des causes idéologiques, religieuses, politiques, économiques, culturelles. En termes clairs, par exemple, en termes concrets, un imam ou un homme politique ou un chef de gang, j'en sais rien, enfin, prenons n'importe quel personnage que je viens de citer, prenons un homme politique par exemple, qui dans ses discours dit que pour arriver à instaurer le type de société qu'eux promeuvent dans leur charte politique, que les moyens de contrainte qu'ils peuvent utiliser vont bien sûr des manifestations contre le système social en place, à l'usage de la violence, s'il le faut, si c'est nécessaire. Donc dans le discours, quand vous entendez ça, le discours de cet homme politique, vous pouvez dire que c'est un homme politique qui s'inscrit dans l'extrémisme violent. On n'attend pas à ce que lui-même il pose des actes violents, c'est-à-dire qu'il va du discours à la matérialisation ou à l'implémentation de son discours en acte pour l'incriminer ou pour l'accuser d'extrémisme violent. Il suffit que le discours qu'il produit promeut, c'est-à-dire qu'il fait la promotion ou légitime l'usage de la violence pour qu'on puisse l'accuser d'être un extrémiste violent et prendre les dispositions légales nécessaires et idoines pour le mettre hors d'état de nuire. Donc ça permet de pouvoir agir en amont vis-à-vis des gens qui montrent tous les signaux pour s'investir eux-mêmes dans la violence. D'accord. Alors, Konaté rappelle qu'il ne faut pas confondre l'extrémisme violent et le terrorisme. Y a-t-il une différence entre l'extrémisme violent et le terrorisme ? Il y a une différence et je pense que ce que peut-être Konaté n'a pas écouté totalement mes propos parce que j'ai parlé de verbal et de pression physique. C'est-à-dire qu'il y a les actes qu'on pose et il y a l'acte verbal exactement. Donc le discours est vraiment dedans. Donc ça, je pense que ça ne remet pas en cause ce qui a été dit. Il y a une différence. La différence entre l'extrémisme violent et le terrorisme, le terroriste pose des actes de terreur, mais le terroriste est un extrémiste violent. Il faut que ça se soit clair. C'est un extrémiste violent. Le mode opératoire fait de telle sorte qu'on fait la différence entre l'extrémiste violent qui pose des actes ou qui prône, comme il l'a dit, des discours, et moi j'ai dit de façon verbale, qui pousse les gens à intégrer une idéologie qu'ils veulent imposer. C'est exactement ce que le terroriste veut également. Mais sauf que lui, dans son mode opératoire, il agit en mettant en place une approche de terreur. Avec des armes ? Avec des armes. Avec des armes. C'est-à-dire que je donne un exemple.
Aujourd'hui, il y a un endroit, un symbole qui est au niveau d'une communauté. Le terroriste n'est pas forcément intéressé à aller tuer un individu. Lui, ce qu'il veut, il s'attaque à ce symbole-là, ou il s'attaque à une masse, et en s'attaquant à ce symbole ou en tuant en masse, les gens vont avoir peur. Donc, avec cette peur-là, il utilise cette peur pour pousser les gens à intégrer son idéologie. Ce qui n'est pas le cas de l'extrémiste violent. Y a-t-il des formes d'extrémisme violent? Des formes, c'est-à-dire? S'il y a d'autres formes. Allez-y. Oui, si je puis, je pense que, je l'ai dit, je partage une partie de la définition donnée par mon ami Fomba. Vous savez, tel que Fomba le pose, tous les terroristes sont des extrémistes violents, nous sommes d'accord sur ça. Voilà. Toute organisation terroriste est une organisation à la base extrémiste violente. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas poser des actes de terreur, de terrorisme, sans être animé par l'idéologie et la volonté de légitimer cette violence. Alors, M. Konaté, comment évolue l'extrémisme violent au Mali? J'arrive à laisse-moi terminer sur cette approche-là. Mais tous les extrémistes violents ne sont pas terroristes. Dans la définition que je vous donne, ça vous permet de ne pas confondre les deux. Tous les extrémistes violents ne sont pas des terroristes. L'homme politique que je viens de vous décrire n'est pas un terroriste. Il est un extrémiste violent. Il est un extrémiste violent. Il peut se limiter, par exemple, à barricader les rues, à violenter la police, par exemple, en jetant des pierres sur la police, en frappant des policiers. C'est un acte de violence, si vous voulez, ordinaire, quoi, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un acte de terrorisme, c'est un acte de violence ordinaire, par exemple. Donc il ne peut pas être qualifié de terroriste. Tous les extrémistes violents ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des extrémistes violents. Il faut que cela soit compris. Maintenant, pour revenir à votre question, et comment l'extrémisme violent a évolué au Mali? Ça va très loin. Depuis les années 70, nous avons commencé à voir dans notre pays, certains peuvent le situer plus loin, certains disent depuis les années 60, mais de manière plus consensuelle, depuis les années 70, il y avait malheureusement sur notre échiquier surtout religieux, mais ça ne veut pas dire que l'extrémisme violent n'est que religieux. L'extrémisme violent, d'ailleurs, ça dépend de la question que vous voulez poser à Fomba. Il est multiforme. Il est religieux, il est politique, il est culturel, il est même économique, parce qu'il y a des lobbies économiques qui se mettent en place, qui deviennent ensuite des gangs, qui recrutent des gens pour qui s'investissent dans des actes de criminalité nationale et internationale. Donc l'extrémisme violent est multidimensionnel, il est multiforme aussi. Et puis ce n'est pas exclusif à une seule société. Il est dans toutes les sociétés, il y a des formes d'extrémisme violent. Donc au Mali, celui dont je situe l'historique un peu dans les années 70-80, c'est surtout l'extrémisme violent religieux. Et ça a commencé avec les groupes salafistes au Mali. Wahhabite, wahhabite ou salafiste, c'est interchangeable. Et dans des mosquées, on commençait à entendre des discours qui promouvaient l'instauration d'un État islamique, la charia, etc. Et qui disaient que c'était légitime d'utiliser la violence pour convertir des gens ou pour créer cette société islamique. Mais il faut dire que ces discours étaient très minoritaires. Ils étaient très minoritaires. Mais leur force venait du fait que c'était un réseau bien organisé, un réseau qui avait aussi des pendants économiques, donc des solidarités économiques entre eux-mêmes. C'était là qui donnait un peu plus de force à leur discours. Donc ça a commencé comme ça. Et vous savez, le Mali ne vit pas en autarcie. Avec l'évolution aussi de la politique internationale, nous avons vu la révolution islamique en Iran, nous avons vu l'explosion aussi des mouvements dits islamiques dans le monde, tels que les frères musulmans en Égypte, etc. Tout cela a fait que de plus en plus, je rappelle aussi la création d'Al-Qaïda au Pakistan,
et malheureusement qui a commencé à poser des actes terroristes dans le monde. Tout ça, ça a fait que, de notre côté, ce qui était des discours, finalement, finit par être traduit en des actes de violence. Mais des actes de violence, d'abord, souscrits ou circonscrits dans les rapports interpersonnels. Ça a commencé comme ça. Vous avez des mosquées qui se sont bagarrées, juste parce que certains croisaient les bras et d'autres baissaient les bras en priant. Il y a eu des morts d'hommes, même ici au Mali, à cause de ça. Ça a commencé comme ça, interpersonnel, intersecte. Mais avec les années 90, après vraiment l'expansion du terrorisme islamiste international, on a commencé à avoir des formes de terrorisme aussi au nord de notre pays. De là-bas, en 2012, vous avez, je caricature un peu pour aller plus vite. En 2012, vous avez vu que ces groupes terroristes avaient déjà renforcé leurs positions au nord de notre pays, avaient créé des alliances avec d'autres groupes non islamiques, qui sont aussi des groupes extrémistes violents. Par exemple, le cas des MNLA. Le MNLA, c'est l'exemple type d'un groupe extrémiste violent politique. Donc, il s'est allié avec des groupes terroristes pour attaquer notre pays en 2012, janvier 2012. Merci, M. Fomba. Restez avec nous au cours de ce débat. Monsieur Konaté, M. Fomba, dites-nous comment l'évolution... Fomba, c'est mon grand frère, on peut nous confondre. Comment peut-on qualifier l'évolution de l'extrémisme violent au Mali? Alors, juste un point, c'est-à-dire que lorsqu'on dit idéologie, il faut intégrer tout. Ce n'est pas que religieux. Et il est important de le mentionner que l'extrémisme violent, ou l'extrémisme tout simple, au Mali, n'est pas que religieux. Il est sur plusieurs aspects. L'aspect historique est là. Il en a parlé sur certains points. Moi, je prendrai quelques dimensions. Nous avons, de façon pratique, lorsque l'on voit dans les manifestations qui engendrent, qui sont post-électorales ou pré-électorales, nous rencontrons des groupements politiques qui, par leur position, idéologie politique, poussent les gens à adhérer à leur mouvement et violentent les gens dans ce sens-là. Ce sont des extrémistes violents. Et ces cas-là existent dans certaines localités du Mali, où si tu n'es pas du parti politique qui est concerné, eux, ils estiment que tu es contre ce parti, ils sont prêts à violenter dans ce sens-là pour te pousser à rentrer dans leur parti ou te combattre parce que tu es contre leur parti. Ce volet-là, il existe au Mali. Il y a le volet religieux, il en a parlé. Ce volet religieux, il est assez spécifique. Alors, ce qui se passe au niveau de nos constats au Mali, le volet religieux pour nous, c'est une couverture. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que nous ne pouvons pas identifier aujourd'hui, nous, à notre niveau, pour dire qu'il y a une guerre entre religions au Mali. Nous ne pouvons pas le dire. Alors, quelles sont les cibles concernées par l'extrémisme violent au Mali? Voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils détectent les défaillances. Lorsqu'il y a une défaillance en termes de gouvernance, par exemple, il y a une question d'injustice. Nous allons prendre les parties où il y a, aujourd'hui, même si on prend le centre du Mali, au niveau de Mopti, par exemple, ou de Ségou, il y a, sur les questions d'injustice, beaucoup de gens qui adhèrent à des groupes terroristes parce que, tout simplement, ils veulent se confier à un groupe pour essayer d'avoir justice, parce qu'ils estiment que la justice normale ne leur rend pas cela. En termes de gouvernance, c'est pareil. Lorsqu'ils estiment que les différents services de base qu'on devrait leur donner en termes d'éducation, en termes d'eau, de présence d'eau, les hôpitaux, ils ne disposent pas de cela. Donc, ils estiment à leur niveau que l'État les délaisse. Ces groupes utilisent cela en termes de communication pour dire que vous êtes délaissés par l'État. Donc, nous pouvons vous offrir ce que l'État ne vous offre pas. Troisième chose, la sécurité. Il y a des endroits où l'État n'est pas présent. Ces communautés-là doivent évoluer sur différents volumes. Soit ils créent eux-mêmes des groupements locaux pour essayer de se sécuriser, ou bien ils sont obligés de coaliser avec ces groupes-là. Dans ce cadre-là, le Think Peace organise des rencontres autour de l'extrémisme violent. Qu'est-ce qui se dit au cours de ces échanges? Alors, ce qui se dit, nous, c'est sur différents volets. Lorsque c'est un problème entre deux communautés, nous essayons de voir,
à comprendre déjà au niveau de chacune de ces communautés les besoins réels qui peuvent y avoir pour pousser ces différents acteurs-là à aller dans le sens de la violence. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on essaye de voir à regrouper les parties en confrontation pour essayer d'amener ces parties-là à se comprendre. Ça peut être entre deux communautés, ça peut être entre des communautés et les autorités locales. Parce que des fois aussi, il y a des problèmes entre les communautés et les autorités locales. Ça peut être entre les communautés et même les forces de défense. Parce qu'il y a ce manque de confiance où, à travers, pour certains dans leur analyse, il y a un amalgame qui se fait sur le terrain que par le faciès, il y a les forces de défense qui utilisent la force, malheureusement, selon leur analyse, pour essayer en tout cas, parce qu'ils pensent peut-être à leur niveau qu'ils sont en face d'une communauté ou d'un groupement qui est lié à des groupes terroristes ou des groupes extrémistes violents. Donc les forces de défense utilisent la force. Donc dans l'analyse de ces communautés-là, les forces sont en train de faire un abus. Donc, vu qu'il y a un abus de la part de ces forces, certains des membres de ces communautés vont vouloir s'allier avec ces groupements pour essayer de se venger. Donc, il y a beaucoup de cas de vengeance que nous constatons au niveau des communautés. Il y a des représailles qui se font. Il y a malheureusement également le fait que les deux communautés qui sont en conflit, il y a une qui est au-dessus de l'autre, donc l'autre essaye de faire une coalition avec un groupe pour essayer de se protéger. Et ça nous amène également dans le cas des milices. Donc, il peut y avoir une interprétation pour dire que ces groupes armés, ces milices, peuvent constituer des groupes également extrémistes violents, qui ne sont pas forcément les groupes terroristes que nous connaissons, qui sont liés à des katibas et qui sont au niveau de certaines localités du Mali. Voilà. Et je rappelle que nous avons invité le ministère des Affaires religieuses et du culte sur ce plateau qui avait désigné Faïké Papis Sissoko, qui est expert chargé de la stratégie de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, mais qui reste encore injoignable pour cette émission. Monsieur Konaté, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Mali a une politique de prévention de lutte contre l'extrémisme violent? D'ailleurs, malheureusement, on a un problème de réseau avec vous. On va vous revenir plus tard. Dites-nous, est-ce que le Mali aujourd'hui a une politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent? Alors, le Mali a adopté un premier document de politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Comprenez, les terminologies sont extrêmement importantes. Prévention, ça veut dire qu'il y a des actes à poser afin que les communautés qui ne sont pas contaminées justement avec ces faits-là ne tombent pas dans ce cas. Lutte, ça veut dire que c'est présent et il faut trouver le moyen de les combattre. Donc le document de politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, vous voyez même dans l'intitulé du document, on fait la différence entre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce document, depuis 2018, c'est un document qui était d'abord de 2018 à 2020, qui devait être appliqué à travers un plan d'action. Donc ce document, il existait. Malheureusement, alors il y a eu, lors des derniers rapports d'évaluation, un problème qui sort plusieurs aspects, plusieurs constats. Un des constats, c'est le manque d'appropriation de ce document auprès des communautés. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous élaborez un document de politique nationale de ce genre-là, les acteurs majeurs au-delà de l'État, ça reste les communautés. Si les communautés ne savent pas quelles sont les dispositions à prendre en termes de réponse ou en termes de lutte par rapport à ces différents phénomènes qui existent dans leur localité, ils ne sont pas suffisamment imprégnés de cela, ils ne seront pas malheureusement dans la mise en œuvre. Donc ce document a été adopté depuis 2018 jusqu'à 2020, mais aujourd'hui on est en 2021, donc le document, normalement, il est terminé. Il y a une nouvelle évaluation, donc il y a un nouveau document qui a été relu par le ministère, d'ailleurs, à travers le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et ce document va être le nouveau plan d'action 2021-2025. Donc oui, il y a un document qui existe. Maintenant, est-ce que ce document répond réellement aux attentes?
Ça, c'est une autre chose parce que ça va surtout être dans l'application. Mais ce document, dans sa mise en œuvre et dans son élaboration, a été suffisamment inclusif. Donc, il y a eu plusieurs rencontres au niveau de toutes les régions du Mali pour recueillir cette fois-ci les besoins de différents acteurs au niveau de ces localités pour constituer le nouveau plan d'action. Donc ça a été inclusif. La mise en œuvre, c'est autre chose. Monsieur Konaté, est-ce qu'aujourd'hui les autorités maliennes réagissent face à la montée de l'extrémisme violent? Est-ce que les autorités maliennes réagissent face à la montée de l'extrémisme violent? Oui, je pense qu'elles réagissent. S'ils ne réagissaient pas, ils n'auraient pas adopté cette politique depuis 2018. La politique a été adoptée en février 2018 pour prévenir l'extrémisme violent et lutter contre le terrorisme au Mali. Est-ce que cela atteint un résultat? C'est difficile à dire parce que dans l'évaluation, nous avons eu beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, ça a été utile. Par exemple, le ministère des Affaires religieuses, en vertu de cette politique, son plan d'action, a commandité et obtenu l'élaboration d'un guide d'adaptation des prêches et sermons à cette politique au Mali, dont je suis d'ailleurs l'architecte. C'est un guide qui permet aux imams, aux pasteurs, aux chefs religieux traditionnels de mieux structurer leurs discours, de mieux doser leur langage, d'introduire des concepts de tolérance qui permettent de prévenir la violence, et dans les discours, mais aussi dans les faits. Donc ça, c'est quelque chose de très utile. Et je suis au courant que ce guide a fait l'objet de restitutions au niveau de plusieurs régions, telles que Mopti, Gao, Kidal, etc. Donc il y a certainement eu des résultats intéressants, mais c'est difficile globalement de vous dire c'est clair, parce qu'il n'y avait pas de mécanisme de suivi-évaluation opérationnel au niveau du ministère des Affaires religieuses pour suivre la mise en œuvre de cette politique et de son plan d'action. Pour revenir un peu à la question fondamentale, parce que, vous savez, on passe très vite sur ça, mais tout dépend de la compréhension des concepts. Prévenir, quand on parle de prévenir l'extrémisme violent et le terrorisme, il faut situer les frontières. Parce que l'extrémisme violent, si on va du principe que ça va jusqu'à la commission d'actes violents, en ce moment-là, c'est facile de le confondre avec le terrorisme. Ça, c'est Est-ce que cette lutte est une réalité au Mali? Est-ce que cette lutte est une réalité au Mali? Cette liste? La lutte contre l'extrémisme violent. Oui, mais ça va dépendre vraiment de l'approche que vous avez. Dans mon approche, par exemple, oui, c'est une réalité. Je vais vous donner un exemple des guides d'adaptation de prêche qui est en train d'être déroulé dans les ateliers de formation à l'intention des chefs religieux pour que leurs messages qu'ils passent au niveau des lieux de culte soient des messages beaucoup plus pacifiques, des messages beaucoup plus tolérants, des messages qui invitent plutôt au vivre ensemble. Ça, c'est un cas concret. Mais aussi, il y a des organisations comme Saint-Pice et d'autres organisations qui forment également des acteurs communautaires au vivre ensemble, à la culture de l'esprit de paix. Tout ça, ce sont des actes qui se passent au quotidien au Mali. Donc, il y a vraiment de l'effort qui est fait, mais il se situe beaucoup plus dans le monde des ONG, ça il faut le dire, et sur le financement des partenaires internationaux, que sur financement de l'État lui-même. Ça, c'est une réalité. Donc, le gouvernement a besoin de s'investir beaucoup plus financièrement et même techniquement pour soutenir et renforcer ces efforts sur le terrain. Mais permettez-moi vraiment de finir sur l'approche définitionnelle parce que c'est extrêmement stratégique. Je voulais finir par dire que lorsque l'extrémisme violent commet un acte de violence, il n'est plus dans l'extrémisme violent. L'acte de violence doit être apprécié à la lumière des actes, à la lumière de la qualification de l'acte de violence lui-même. Ça peut être un acte de violence ordinaire, d'accord. Ça peut être aussi un acte de violence terroriste. Dans ce moment-là, c'est ça aux tribunaux, enfin aux autorités de justice d'apprécier et d'intervenir dans ce sens. Mais avant la commission d'actes de violence,
c'est là où l'intérêt se situe, hein, pour prévenir, d'accord, pour prévenir l'acte de violence. C'est-à-dire, quand la personne est dans l'extrême violent, c'est le moment où il faut agir pour prévenir, pour empêcher qu'il ne bascule dans Oui, la violence. effectivement, pour prévenir, pour empêcher, c'est dans ce cadre-là exactement que Think Peace a initié un projet en faveur des filles et des femmes. Quel rôle les femmes et les filles ont-elles à jouer dans la lutte contre l'extrémisme violent? Alors, il y a eu plusieurs études de recherche. Nous-mêmes, on en a mené en termes d'études. Et les résultats qui sont sortis, ainsi que les résultats dans les autres études, ont montré que les femmes avaient beaucoup d'influence sur les acteurs de violence. Comprenez, les acteurs de violence, il y a les femmes elles-mêmes, il y a les jeunes, et il y a peut-être même les jeunes peuvent être soit leurs enfants ou leurs maris. Donc cette influence-là, on a voulu creuser pour savoir jusqu'où l'influence peut aller. On a vu qu'à travers les discours, à travers le comportement, à travers certains actes, les femmes peuvent pousser certains acteurs à aller directement au niveau de la violence. Donc on s'est dit, il est extrêmement important dans le travail que nous voulons faire dans le cadre de la prévention et de la lutte, d'impliquer les femmes parce que leur rôle est extrêmement important. Il y a un autre volet, c'est que les femmes sont utilisées justement dans cette guerre de stratégie aujourd'hui pour avoir du renseignement, pour donner de l'information, pour essayer de faire tomber un ou l'autre camp. Donc il est important que dans ce sens-là, qu'on puisse justement impliquer davantage les femmes parce qu'aujourd'hui, cette lutte-là, elle est multidimensionnelle, mais elle implique toutes les parties prenantes et toutes les couches sociales. Et les femmes étaient un peu en marge parce qu'on avait mis l'accent surtout sur les combattants, les jeunes combattants, etc. Même dans le cadre de la réintégration, au début, il y avait eu un peu un oubli des femmes. Aujourd'hui, il y a une prise en compte de la femme dans leur implication. C'est ce que nous avons compris. Et on a dit qu'il faut aujourd'hui, dans toutes les régions et dans les quartiers, impliquer les femmes à la base. Il ne suffit pas de dire qu'il faut aller sur les groupements des fêtières, mais il faut aller au niveau des quartiers. Et donc, nous avons initié justement ce projet-là. Mais est-ce que ces différents projets ont-ils eu un impact sur ce phénomène-là? Aujourd'hui, le projet est à son début par rapport à l'implication des femmes pour ce projet spécifique. Mais pour des cas de réponse que nous avons eus, aujourd'hui, nous, en termes de résultats, nous avons des localités où nous avons pu démobiliser des acteurs. Parce que, comme j'ai dit, l'action de démobilisation au niveau des groupes est extrêmement difficile et subtile. Et il n'est pas forcément lié, comme beaucoup le pensent, à l'aspect de religion. Il y a d'autres facteurs, comme je l'ai souligné beaucoup plus tôt. Mais aujourd'hui, en termes de résultats, nous avons des communautés au niveau très local, ce n'est pas au niveau macro, mais au niveau micro, des communautés qui se sont complètement désengagées de ces groupes-là et qui vivent aujourd'hui à travers nos appuis, parce qu'on fait des appuis économiques. On a su qu'il faut également donner des opportunités à des acteurs au niveau local pour s'en sortir. Donc, à travers nos interventions et les interventions d'appui économique qui sont au niveau local, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont à leur propre compte et qui ont complètement délaissé ce phénomène-là. Et il y a d'autres aspects qui sont là. Et il y a Konaté qui a souligné l'aspect de la prêche qui est extrêmement important. En plus du guide, il y a un autre guide qui a été également élaboré. Et aujourd'hui, il y a un travail de fusion de ce premier guide qui a été fait et de nouveaux guides qui a été fait pour essayer de trouver un compromis. Parce que le premier guide, il y avait eu... Bon, en tout cas. Bref, l'idée, c'est de trouver maintenant, aujourd'hui, à impliquer les femmes prêcheuses. Donc c'est pour cela, dans ce projet-là, on a mis les femmes prêcheuses, mais pas prêcheuses musulmanes seulement. On a impliqué même les sœurs, les catholiques et les protestants. Des clubs d'alerte et de prévention également ont été mis en place. Quelles ont été les contributions de ces clubs contre l'extrémisme violent? Alors les clubs d'alerte aujourd'hui nous donnent la situation de la dynamique conflictuelle. Au niveau du terrain, nous sommes en mesure, avec nos partenaires, certains partenaires de l'État, notamment le secrétariat permanent et le ministère, nous pouvons donner la dynamique d'évolution des conflits au niveau d'une localité précise. Je vous donne un exemple. C'est vrai que ce n'est peut-être pas quelque chose qu'il faut forcément divulguer, comme on est à la radio, mais juste un petit exemple. Vous allez voir en termes de procédés, de mode opératoire, parce que en réalité, la seule façon de différencier les cas de terrorisme, c'est le mode opératoire. On n'a pas forcément besoin des juridictions pour ça. Mais dans le modèle de mode opératoire, vous allez voir dans certaines localités
la pose de mine. Vous allez voir des fois le téléphone qui bruit. Vous allez voir des fois le pont qui saute. Vous allez voir des fois des assassinats. Et dans le processus de dynamique que nous avons compris, c'est que dans certaines localités, lorsqu'il y a bruit de téléphone, la prochaine étape, c'est qu'il y a un pont qui saute. La prochaine étape, c'est qu'il y a une mine qui est mise quelque part et qui cible des acteurs. Donc, lorsque, au niveau étatique, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, parce que c'est stratégique normalement, mais aujourd'hui, lorsqu'on comprend la dynamique, ça permet d'anticiper. On sait que le téléphone vient d'être brouillé dans telle localité. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait tel autre type d'attaque. Donc, ça permet aujourd'hui stratégiquement aux forces et à d'autres acteurs de pouvoir se positionner pour pouvoir donner une réponse afin de pouvoir anticiper. Aujourd'hui, si nous ne travaillons pas dans l'anticipation, on va toujours être des pompiers, toujours venir après l'événement. Et il nous faut trouver l'anticipation. Il nous faut trouver l'anticipation. Monsieur Konaté, est-ce que les techniques de règlement pacifique de conflits enseignées conviennent-elles à la réalité du terrain? Oui, bien sûr. Notre organisation, d'ailleurs, est un acteur majeur dans ce processus-là. Nous faisons beaucoup de formations pour les ONG nationales au Mali et même internationales. Le Collège Sahel de sécurité, par exemple, a organisé beaucoup de séminaires sur la prévention des crimes violents, le terrorisme, mais aussi sur le règlement des conflits. Dont nous avons pris part comme soit directeur de séminaire de formation ou formateur principal. Et c'est vrai que les approches qui sont proposées lors de ces formations, les mécanismes qui sont discutés sont à même, s'ils sont appliqués bien sûr, à prévenir et puis à régler ces conflits, voire même à prévenir les actes de terrorisme. Il faut dire que l'acte de terrorisme peut être aussi l'assassinat d'une seule personne. Si la personne a un statut social qui fait que son assassinat créera la panique au sein de cette communauté ou de cette tribu, ça équivaut à un acte de terrorisme. D'ailleurs, c'est ce qui est noté dans les conventions de Genève de 1949. Par exemple, tuer un chef d'État, ou tout ça, c'est un acte de terrorisme, c'est un acte de terreur. Donc, il ne faut pas croire que quand quelqu'un est assassiné ou tué, ce n'est pas un acte de terrorisme. Il faut évaluer tous les contours. Vous avez dit tout à l'heure que l'extrémisme violent est différent du terrorisme. Alors, quand on est un extrémiste violent, est-ce qu'on peut devenir terroriste? Très facilement. Voilà, c'est ça le lien. L'extrémisme violent, c'est un peu les terreaux vers le terrorisme. Il prépare le terrain, il crée les conditions pour le terrorisme. C'est ça le rôle même de l'extrémisme violent. Alors, quelles sont les difficultés à rencontrer sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation? La sensibilisation, d'abord, c'est que beaucoup de gens y participent sans vraiment être eux-mêmes bien formés, sans être eux-mêmes des acteurs qui assimilent bien le phénomène. Ça, c'est un gros problème. Donc, ils viennent pour sensibiliser dans des communautés où ces phénomènes existent, tout en participant eux-mêmes par leur comportement et par leur discours à renforcer ces phénomènes. C'est ça la première grande difficulté. Parce qu'il faut agir sans renforcer l'ennemi, il faut aussi agir sans se confondre à l'autre. Donc, la politique no harm, il y a une politique dans le monde des ONG ou des organisations internationales, c'est que quand vous agissez, il faut faire en sorte de ne pas... Do no harm. Pardon, voilà, do no harm, absolument. Donc, ne pas causer en même temps du tort dans cette société. Donc, des gens qui interviennent sans vraiment être eux-mêmes bien préparés, sans être eux-mêmes bien avisés sur ce qu'il faut faire par rapport au phénomène. Deuxième problème, c'est que les phénomènes de l'extrémisme violent, ce sont des phénomènes extrêmement délicats et très sensibles. Donc, ça demande beaucoup de pédagogie. Et ça fait appel parfois à des référents émotionnels, culturels. Et les gens sont attachés à ces facultés-là, à ces émotions et à ces penchants-là. Donc, le fait qu'ils sont...
Monsieur Fomba, au regard de l'évolution de la situation sécuritaire, peut-on éradiquer l'extrémisme violent au Mali? Alors, il faut plusieurs dimensions. Aujourd'hui, nous travaillons également dans les prisons. Parce qu'on travaille avec les présumés terroristes et nous avons un partenariat avec la DNAPS, qui est la Direction nationale de l'administration pénitentiaire de l'éducation surveillée. Nous travaillons directement avec les présumés terroristes. Ce que nous constatons, c'est que non seulement les motifs sont différents, et la différence de ces motifs multiplie les types d'interventions qu'il faut avoir. Donc il faut avoir une approche intégrée, gouvernance. Les autorités doivent être impliquées. Société civile, ils doivent être également impliqués dans l'appropriation par rapport à la mise en œuvre. Dans la société civile, nous avons également les religieux. Oui, parce que le discours religieux pousse les gens à essayer à s'intéresser à cela. Même si, au fond ou au finish, ce n'est pas forcément le religieux qui prédomine dans la mise en œuvre. Mais le discours religieux, il existe et il faut le mettre en avant. Il est important. Les questions de gouvernance en termes de justice, lorsque ce n'est pas bien appliqué, peu importe le processus qu'on va faire, on va toujours trouver malheureusement des gens qui vont adhérer à ce principe-là parce que l'État ne joue pas son rôle. Donc aujourd'hui, il faut une approche intégrée. Même les ONG, nationales comme internationales, ou d'autres acteurs, les formateurs, la formation, comme qu'on a dit également, est extrêmement importante. Donc il y a plusieurs acteurs, mais il faut aujourd'hui, moi ce que je dis, peut-être pour terminer, c'est qu'il faut que toutes les parties prenantes, dans le cadre de cette prévention et cette lutte contre l'extrémisme violent, puissent travailler en synergie, sinon ça va être extrêmement difficile. L'État doit tenir compte des communautés, doit tenir compte des autres acteurs, et les autres acteurs aussi doivent tenir compte qu'il faut obligatoirement trouver le moyen de rétablir l'autorité de l'État au niveau du pays, parce que c'est ça qui va assurer la pérennité au niveau des réponses que nous allons avoir au niveau de nos communautés. Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble. Le retrait de la force Barkhane annoncé par le président français aujourd'hui pourrait-elle avoir un impact négatif sur la sensibilisation dans ce domaine-là? Vous savez, moi je suis dans la transformation des conflits. De la transformation des conflits, pour moi, lorsqu'il y a un phénomène comme ça, il faut le positiver. S'il y a un retrait comme ça, comme on dit, la nature a horreur du vide. Nous devons trouver les moyens de boucler et de boucher ça. Là où ils veulent se retirer, si nous trouvons le moyen de travailler avec les différentes parties avec qui nous avons signé des accords, à aller et à couvrir justement ces parties qui vont être désertées par l'armée française, pourquoi pas? On a d'autres partenaires qui sont là. Il y a le G5 Sahel, on a d'autres acteurs qui sont là. On peut toujours trouver le moyen, à mon avis, de pouvoir positiver cela et de ne pas être toujours dans cette position. Si la force Barkhane se retire de ces zones-là, est-ce que vos organisations iront dans ces localités? Nous ne sommes pas des organisations de sécurité. C'est ça aussi le problème. Nous n'avons pas d'armes pour aller nous battre. Barkhane a des armes. Donc il faut d'autres acteurs qui ont les mêmes possessions d'armes, donc l'armée malienne, et d'autres acteurs qui peuvent aller couvrir justement cette phase-là. Nous, on viendrait maintenant pour les phases communautaires. Parce que l'intervention militaire n'est pas l'intervention qui va donner la réponse par rapport à ce phénomène-là. Il faut une approche intégrée. Il y a du militaire, il y a également du communautaire. Et ce sont les deux ensemble qui peuvent donner une réponse par rapport à ce phénomène. Monsieur Konaté, selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette lutte contre l'extrémisme violent? Bon, écoutez, il faut, comme l'a dit, je ne vais pas le répéter, il faut avoir une approche holistique. Je pense qu'il faut travailler davantage sur les aspects idéologiques, mais aussi les aspects économiques. Il faut plus d'investissement au niveau de la création d'emplois ou des projets à impact rapide qui permettent aux communautés à la base d'avoir à s'occuper et à gagner leur vie. Parce que beaucoup de jeunes qui rejoignent ces groupes terroristes-là, on l'a vu, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas de perspective. Mais il n'y a pas que ça. J'ai dit qu'il faut mettre l'accent sur ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il y a d'autres aspects. Il l'a dit. Certains le font parce que les responsables de ces organisations-là ont du charisme qui les attire. En combien de temps vous voyez le bout du tunnel de cette lutte contre l'extrémisme violent? Oui, mais laisse-moi terminer un peu avec cette réponse. Nous n'avons pas assez de temps, malheureusement.
Oui, je vais essayer d'aller plus vite. L'aspect économique, mais aussi l'aspect idéologique. L'aspect idéologique est un peu le parent pauvre de cette approche-là de réponse à l'extrémisme. Monsieur Konaté, malheureusement... Il faut travailler à déconstruire les discours extrémistes violents. Il faut travailler à répondre Monsieur Konaté, malheureusement, on me fait signer qu'on n'a plus de secondes sur ce plateau encore. Merci en tout cas à nos invités qui étaient bien sûr Dr Mahamadou Konaté, directeur général du Conseil Donko pour la gouvernance et la sécurité qui était au téléphone, Abdul Kassim Fomba, coordonnateur de Think Peace, Faike Papis Sissoko, expert chargé de la stratégie de lutte contre l'extrémisme violent au ministère des Affaires religieuses de Kilt qui nous a fait faux bon. Merci en tout cas à nos invités qui sont venus. Merci également aux auditeurs. Je suis Imrana Kilo Amega, à la régie vidéo Salim Douara, à la régie à la mise en onde Noun Guiré. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.